Bonjour à tous, c'est une première vidéo pour Mariez-vous et c'est une vidéo que je pense, je voulais commencer par une vidéo fondamentale, absolument fondamentale, qui est comment choisir la bonne personne pour se marier. Alors je m'adresse en premier lieu aux hommes et comment choisir votre femme, votre future femme, mais évidemment tout ce que je vais dire là, alors quasiment tout ce que je vais dire là peut s'appliquer à l'inverse et s'applique pour les femmes qui veulent trouver leur mari. Alors, je vous fais cette vidéo-là en particulier parce que j'utilise un outil. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie personnelle pour trouver ma femme et pour me marier, puisque je suis marié depuis un peu plus d'un an et j'ai un enfant, un fils. J'ai utilisé un outil qui, je pense, moi, m'a permis de faire la meilleure décision possible et qui fait qu'aujourd'hui, je vis une vie de couple heureuse, épanouie et que je ne demande pas grand-chose de plus au niveau de ma vie de couple. Alors évidemment, je vais vous rappeler à tous à quel point c'est important de choisir la bonne personne. Votre femme ou votre mari seront les personnes avec qui non seulement vous vivrez votre quotidien, et avoir une vie heureuse, c'est aussi d'avoir un quotidien heureux, c'est même indispensable, même si vous poursuivez des grands objectifs, vous avez des grands accomplissements dans votre vie personnelle ou professionnelle, le quotidien de tous les jours, le soir quand vous rentrez à la maison, le week-end quand vous passez du temps enfin, chez vous, avec votre famille, ça sera principalement avec votre femme ou avec votre mari. Donc voilà pourquoi c'est important, c'est extrêmement important de bien choisir. Et même j'irai plus loin, si on regarde les choses de plus loin, votre femme ou votre mari, c'est la personne avec qui vous vous unissez pour laisser votre trace sur Terre. C'est-à-dire que vos enfants auront la moitié du patrimoine génétique de votre femme ou de votre mari. Donc, ils auront des habitudes familiales de l'autre famille, de votre belle famille, ils auront un style d'éducation qui sera à moitié aussi le leur. Donc tout ça fait que ce choix est plus que fondamental. C'est probablement le choix le plus important que vous avez à faire dans votre vie. C'est voilà, le quotidien avec qui ce que vous allez passer votre quotidien jusqu'à la fin de vos jours, et idéalement évidemment, et avec qui est-ce que vous décidez de vous unir pour laisser votre trace dans la vie, dans l'humanité. Donc voilà pourquoi c'est fondamental comme question. Et c'est pour ça que, alors moi j'ai compris cette importance-là assez rapidement, je pense. Je devais être adolescent, voire avant. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et j'en suis quand même arrivé, hein, c'est pas une espèce de rationalisation de ce choix. Alors évidemment, ça fait partie des choix qui ne peuvent pas être entièrement rationnels, et heureusement, et c'est très bien comme ça. Mais il y a une part de rationalisation à avoir que j'aimerais vous partager. Voilà. Donc, quel outil que j'ai utilisé. Donc cet outil, certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est un outil qui est assez connu notamment dans le monde de l'entreprise, mais qui est absolument inutilisé, complètement inutilisé, en tout cas en France, hein, de ce que je lis, en France, dans le monde francophone. C'est un test de personnalité qui vous décrit, alors c'est absolument pas un horoscope ou quoi que ce soit, mais c'est un test de personnalité qui s'appelle le MBTI, pour Myers-Briggs Test Indicator, Myers-Briggs étant les deux créatrices, qui sont une mère et une fille d'ailleurs, les deux créatrices de ce test. Donc déjà, premièrement, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le MBTI rapidement, pour ceux qui le savent, et puis sinon, pour ceux enfin, oui, pour ceux qui connaissent déjà cet outil-là, vous pourrez avancer dans la vidéo, je vous mettrai le timing dans la description. Mais donc, qu'est-ce que le MBTI? Je le fais assez rapidement. C'est pas un robot informatique, c'est pas une université américaine. Non, non. Et c'est un acronyme qui peut vous aider à séduire. Donc, le MBTI, ça a été créé en 2 temps. Les premières bases ont été posées par un grand psychiatre que vous connaissez peut-être, qui est très connu, qui s'appelle Carl Jung, qui est suisse, si je me souviens bien, et qui était le grand ami, puis le grand rival de Freud. Et donc, sur tout un tas de questions, ils se sont opposés. Ils ont commencé leur carrière ensemble, mais ils ont fini à l'opposé l'un de l'autre. Carl Jung étant notamment croyant, il était fils de pasteur d'ailleurs, il était protestant, et ça fait partie de sa théorie, c'est ça, c'est d'avoir une puissance supérieure qu'il appelle Dieu, qu'il dit avoir rencontré, etc., etc.
Enfin bref, donc en tout cas, ils se sont pris un peu le bec là-dessus. On oublie Freud, on passe sur Jung. Carl Jung a inventé, a compris les premières grandes tendances de l'esprit humain, de la personnalité humaine, que sont alors l'introversion, l'extraversion, et de mémoire l'abstraction et le sens concret, qui sont aujourd'hui devenus des points centraux dans le MBTI. Donc ça c'est la première chose. Et puis deuxième temps de création du MBTI, c'est dans les années 60-70. Ce sont une mère et une fille, justement, je vous en parlais, Myers et Briggs, qui ont utilisé les travaux de Jung pour en faire vraiment un test, un truc qui puisse être utilisé par les gens de lambda. Et donc elles ont appelé ça le MBTI. Euh, Parce que c'est quelque chose qui peut s'utiliser et qui n'est plus uniquement de la théorie. Évidemment, c'est quand même très théorique. Euh, alors, pour vous expliquer rapidement, le MBTI il classe les psychologies humaines en 16 types. On a 16 types différents, qui peuvent être rangés notamment dans 4 catégories. Et puis même pour aller plus simplement, ces 16 types, en fait, sont le résultat de 4 combinaisons. C'est-à-dire que le test MBTI, ça sera 4 lettres. Ça vous donne 4 lettres. Chacune de ces lettres, la première lettre, oscille entre un extrême, c'est-à-dire E, pour lequel la première lettre, pour l'extraversion, et un autre extrême qui est I pour l'introversion. Et chacune de ces lettres oscille entre l'un et l'autre. Donc je vous explique. Donc alors il y a I et E en premier, il y a N et S pour la deuxième lettre, il y a T et F pour la troisième, il y a P et J pour la quatrième. Mais tout ça est bien plus, est bien plus complexe que là que je vous le dis. Et donc, pour vous expliquer de manière assez basique comment ça fonctionne, je vais tout de suite vous dire, on va prendre chacune des lettres, et en fait, la combinaison de ces 4 lettres vous donne votre type de personnalité. Voilà. Donc, on va commencer par la première. Donc, la première lettre, c'est I ou E. Donc ça, c'est l'introversion ou l'extraversion. Donc, moi, je dirais que c'est surtout pas à confondre avec la timidité. Il y a des gens très timides de nature, on va dire, enfants, qui peuvent être extravertis et inversement. Donc, c'est absolument pas l'introversion dans le sens commun. C'est bien différent. Et en fait, fondamentalement, c'est votre façon de récupérer votre énergie. Donc, les gens introvertis ont une tendance à récupérer leur énergie seuls. Ils ont besoin d'être seuls pour recharger leur batterie. Et alors moi je suis un introverti, donc c'est pour ça que ça vous aidera peut-être à comprendre. Et à l'inverse, les extravertis, eux, gagnent de l'énergie quand ils sont en groupe. Donc, alors moi ça me paraît complètement surréaliste de gagner de l'énergie quand on est en groupe, parce que moi je suis un introverti, mais ça me paraît absolument infaisable. Et en fait, si vous avez la même impression, c'est probablement que vous êtes un introverti, ce qui ne veut pas dire que les extravertis, enfin tout ça, il y a beaucoup de nuances à mettre évidemment, hein, c'est un spectre, c'est-à-dire que on peut être un peu extraverti, un peu introverti, mais en principe, vous êtes fondamentalement soit introverti, soit extraverti. On entend très souvent des gens qui nous disent oui, moi je suis parfois extraverti, parfois introverti. Non, c'est du bullshit. Même, je vais vous dire, scientifiquement, c'est la seule lettre sur laquelle on a vu dans le cerveau la différence fondamentale. Effectivement, on voit que le cerveau des introvertis est différent du cerveau des extravertis. C'est pas quelque chose d'extrêmement scientifiquement travaillé, mais c'est vrai que c'est le seul sur lequel on a des éléments un petit peu scientifiques. Donc, et ça, moi j'en suis persuadé, on est fondamentalement introverti ou extraverti. Donc les introvertis vivent une vie de l'intérieur, ils ont une tendance à prendre leur énergie moi je prends mon énergie du centre de moi-même, et les extravertis à l'inverse, de l'extérieur. Donc par exemple, autre chose, moi j'aime bien les groupes évidemment, j'aime bien les petits groupes, tandis que les extravertis ont aucun problème avec les grands groupes, les festivals de musique, ce genre de trucs. Voilà, eux ils aiment ça. Moi c'est pas du tout mon cas, mais c'est peut-être votre cas à vous. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que vous tirez votre énergie de vous-même, de votre intérieur, ou plutôt du monde extérieur? Donc voilà pour l'introversion ou l'extraversion. Ensuite, sur la deuxième lettre, alors c'est N ou S. Alors c'est des lettres qui viennent de l'anglais, donc c'est pour ça que ça n'aura pas tellement de lien avec ce que ça veut dire, mais N c'est l'abstraction, et S c'est la sensation. Donc N, oui, abstraction ou intuition, et S, c'est la sensation. Là, en gros, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt abstrait, vous avez un esprit abstrait, ou est-ce que vous avez un esprit concret? Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que si vous avez un esprit concret, vous ne vous intéressez pas à des choses abstraites, etc., etc. Il y a évidemment aussi des nuances, mais fondamentalement, on est soit l'un, soit l'autre.
Alors là, fondamentalement aussi, là, officiellement, c'est la façon dont on collecte nos informations. Donc pour les gens abstraits, ils collectent leurs informations par l'intuition, et pour les gens concrets, ils collectent leurs informations par la sensation. Euh, bah oui, est-ce que si vous aimez la philosophie, la politique et des sujets comme ça très intellectuels, voire trop intellectuels, c'est probablement que vous êtes abstrait. Et à l'inverse, si vous avez un don, un don pour la compréhension du monde aujourd'hui et maintenant, bien réel, si vous êtes les pieds sur terre par exemple, voilà, les concrets ont une tendance à avoir les pieds sur terre, à l'inverse des abstraits, qui peuvent partir n'importe où. Et c'est pour ça que la combinaison des deux est aussi intéressante. Euh, si vous avez les pieds sur terre, vous êtes probablement concret. Ici, encore une fois, il y a des nuances. Les abstraits, si je rajoute encore un peu, hein, si je développe un peu, les abstraits, ils aiment imaginer le monde, comment est-ce qu'il pourrait être, comment est-ce qu'il pourrait être amélioré. Euh, voilà, ils aiment les grandes idées. Voilà. Troisième lettre, donc ça c'est N ou S. Troisième lettre, c'est le T ou le F. Alors le T, c'est pour thinking en anglais, on va dire pensif en français. Et le F, c'est pour feeling, donc c'est, on va dire, sentimental en français. Alors là, c'est votre rapport à l'harmonie du groupe et à la vérité. Les gens pensifs, ils ont une tendance à mettre la vérité au-dessus de l'harmonie du groupe. Pas en toutes circonstances, toujours, tout le temps, non, mais ils ont une tendance à le faire. Et donc, ils sont prêts à dire une vérité, même si ça peut abîmer ou briser l'harmonie du groupe dans laquelle ils sont. Alors que ce soit votre groupe d'amis, votre famille, ou que ce soit même en politique, hein, dans le monde public, les gens pensifs ont une tendance à dire les choses qui fâchent. Et à l'inverse, les gens sentimentaux ont plutôt une tendance à aimer l'harmonie du groupe, à vouloir la préserver, à estimer que l'harmonie du groupe ne vaut pas la peine de dire des vérités trop, trop dérangeantes, qui blessent les gens, etc., etc. Donc voilà, à noter une chose, que les hommes sont largement plus pensifs que les femmes, ça dans tous les pays et toutes les époques, et ça c'est vrai pour tout le MBTI. La proportion de la population qui a un critère, là comme T ou F, mais même qui a un type en particulier, cette proportion n'évolue pas dans le temps et elle n'évolue pas selon les pays. Chaque pays a la même proportion de tel type, tel type, tel type. Il y a des types MBTI qui sont beaucoup plus fréquents que d'autres. Tous les pays du monde, toutes les sociétés humaines relativement suffisamment grandes ont les mêmes proportions. Donc ça c'est très intéressant. Et là, sur le T ou le F, à noter que les hommes sont 75% à être pensifs, à dire la vérité, tandis que uniquement 25%, ce qui est quand même non négligeable, hein, 25% ça reste quelque chose, sont plus sentimentaux et donc ne vont pas dire la vérité. Et à l'inverse, chez les femmes, c'est 75% de femmes qui sont sentimentales et d'hommes des femmes qui sont pensives. Voilà, quatrième lettre, c'est le jugement ou la prospection. Moi, j'estime qu'il est fondamental parce qu'il se voit dans le quotidien, c'est dans l'organisation du quotidien. Alors, le jugement ou la prospection, jugement c'est J et prospection c'est P, évidemment. Alors, la différence, ça sera la souplesse et l'organisation. Les gens qui sont jugement, ils aiment porter des jugements, c'est une chose, mais ils aiment faire des plans à l'avance. Ils aiment prévoir, ils aiment pouvoir adapter leurs plans tranquillement, à l'avance, etc. etc. Donc ils sont dans la certitude, voilà. Tandis que, à l'inverse, les prospectifs, eux, sont dans la souplesse. C'est-à-dire que les prospectifs vont très bien s'adapter à des changements de plans, des changements de circonstances, tandis que les jugements auront beaucoup plus de mal. Ce qui fait que, encore une fois, comme dans tout le MBTI, comme dans toute société humaine et comme dans toutes les qualités et les défauts humains, tout est complémentaire. Eh bien, c'est utile quand on est jugement, par exemple. On est utile, on va apporter son utilité parce qu'on va prévoir des choses au long terme, on va permettre de bâtir des choses sur le long terme, ce qui est d'accomplir des choses, typiquement. Les jugements ont une tendance à prendre des décisions, à aimer prendre les décisions. Tandis que les prospectifs, eux, vont avoir une tendance à ne pas aimer prendre des décisions trop vite et ils ont une certaine facilité d'esprit à changer de plan s'il y a besoin.
Donc moi, typiquement, moi c'est mon père qui m'a montré le MBTI. Moi, je suis jugement et lui est prospection. Et il m'avait donné comme exemple, comme image, il m'avait dit, est-ce que tu préfères quand les boîtes, c'est une image, hein, quand les boîtes sont ouvertes ou quand les boîtes sont fermées? Moi, personnellement, étant jugement, je préfère quand les boîtes sont fermées. Parce que j'aime quand les choses sont claires, j'aime quand les choses sont dites, et j'aime quand on peut se baser sur ce qui a été déjà clarifié et déjà décidé pour aller de l'avant. Et prospection, mon père, à l'inverse, lui, il aime les boîtes ouvertes, lui, il aime bien attendre le dernier moment, d'avoir le plus d'éléments possible pour prendre ses décisions. Alors que moi, moi j'aime prendre des décisions, même si parfois j'ai pas tous les éléments en tête. Voilà, donc les jugements, ils portent des jugements assez forts, assez clairs, ils aiment la communication, ils aiment que les choses soient claires. Et à l'inverse, les, les, les prospectifs ont une tendance à ne pas toujours dire les choses, mais c'est aussi parce qu'ils aiment pouvoir changer des idées au dernier moment. Donc voilà, ça peut occasionner des différences, j'allais dire des problèmes, mais plutôt des différences de communication. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Bah non, un petit exemple pour moi je suis INTJ, donc je vous laisse voir dans votre tête ce que ça veut dire. On va le faire ensemble, allez, je suis sympa. Donc I pour introversion, je suis un introverti, moi j'aime le monde intérieur, enfin j'ai une tendance à processer les informations de manière interne, j'ai un affreux anglicisme. Donc premièrement c'est ça, j'aime les petits groupes, j'ai besoin de passer un peu de temps seul aussi, même si j'aime aussi beaucoup rencontrer des gens, hein, je le fais beaucoup, je suis loin d'être timide, mais j'aime être seul et pour recharger mes batteries. Et abstraction, donc pour la deuxième qui est N, alors abstraction, N, je ne suis pas concret, je suis pas du tout, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement sportif, pas du tout manuel, mais en revanche, je suis un abstrait, j'aime les idées, j'ai toujours aimé ça, j'aime beaucoup la politique, j'aime beaucoup la philosophie, la sociologie, etc. Ce sont des choses qui m'ont toujours beaucoup plu et dans lesquelles d'ailleurs je travaille. Je vous en révélerai pas plus, mais je travaille là-dedans. Donc voilà, donc ça c'est IN. Ensuite T, alors T c'est parce que je suis pensif. J'ai une tendance, j'ai même pendant très longtemps pris beaucoup de plaisir à dire des choses qui choquaient tout le monde. Quand j'étais adolescent, même préadolescent, hein, je me souviens en classe, c'était quelque chose que j'aimais faire. J'ai grandi, rassurez-vous, depuis. Je ne dis plus des choses choquantes gratuitement. J'ai même compris tout l'intérêt d'être à l'inverse diplomate quand il le fallait. Mais j'ai toujours gardé cette tendance, que je garderai toujours, d'être pensif, et j'ai une tendance à dire des choses, à dire des choses qui choquent quand j'estime que c'est la vérité. Je l'ai dit absolument pas gratuitement. Et ensuite, dernier point, jugement ou prospection, je vous l'ai dit, je suis donc jugement, donc moi j'aime que les choses soient claires à l'avance. Je n'aime absolument pas changer de plan, ça me frustre énormément, sans que je puisse d'ailleurs expliquer pourquoi. J'aime dire des choses clairement, j'aime porter des jugements sur les choses, les faits, les gens. Voilà, j'aime avoir les idées claires sur le monde qui m'entoure. Et je n'aime pas trop l'incertitude et l'imprévisibilité. Évidemment, alors là, ça sera ma deuxième partie, enfin ma troisième partie peut-être même, mais quand on se marie, justement, on évolue sur tous ces points. Voilà pour cette introduction sur qu'est-ce que le MBTI. C'est la théorie officielle, c'est la théorie à laquelle tout le monde souscrit. D'ailleurs, je vous encourage, si vous ne connaissez pas votre type, là je vous ai donné des éléments, mais en fait c'est largement insuffisant pour être sûr de quel est votre type, vous pouvez faire le test, il y a un site qui s'appelle 16personalities.com/fr pour pouvoir le faire en français, sur lequel vous aurez pendant une dizaine de minutes des questions sur vous, sur vos réactions dans différentes situations, et qui vous permettra de savoir quel type vous correspond. Voilà pour ce que c'est que le MBTI. Donc, deuxième partie, il y a une théorie officielle sur la compatibilité amoureuse des types MBTI, mais elle est, à mon avis, beaucoup trop incomplète. Je vais aller assez rapidement dessus d'ailleurs, mais elle est beaucoup trop incomplète pour être un outil fiable au moment de choisir son mari ou sa femme. Et ce sera ma troisième partie. Moi, j'ai ma propre théorie que j'ai fondée sur ma propre expérience, évidemment, pour rechercher ma femme.
et puis aussi sur tous les couples que je vois, que je côtoie, puisqu'il y a très peu de couples que je côtoie pour lesquels je ne sais pas les types MBTI. J'ai une tendance parfois un peu agaçante à connaître et à chercher à connaître le type MBTI de tout le monde qui m'entoure. Donc euh, la théorie officielle, elle est assez, alors elle se fonde sur quelque chose d'autre. Je vous ai expliqué le MBTI. En fait, il y a deux niveaux de lecture sur le MBTI, c'est-à-dire les quatre lettres que je vous ai données. Mais il y a également quelque chose qui s'appelle les fonctions cognitives. Euh, alors chaque combinaison des quatre lettres, donc par exemple mon type INTJ, a un ordre de fonctions. Je m'explique. C'est un dernier point un peu compliqué que je vous explique. Non, l'avant-dernier. Euh, il existe quatre fonctions principales chez l'être humain selon le MBTI. C'est premièrement l'intuition, donc l'abstraction. Deuxièmement, le sens logique. Troisièmement, le sentimentalisme. Et quatrièmement, le sens concret ou manuel, le sens du détail. Ces quatre fonctions, on les a tous, mais on les a tous dans des ordres différents. Et l'ordre selon lequel vous l'avez, donc votre première fonction, va être beaucoup plus utilisé chez vous, dans votre type, que la quatrième et dernière fonction. Donc, pour l'exemple, pour moi, mon ordre de fonction, c'est d'abord l'abstraction, ensuite la logique, ensuite le sentiment, et ensuite le sens concret. Je suis quelqu'un de très abstrait, d'assez logique, d'un peu sentimental, puisque c'est ma troisième fonction, et de très peu concret, c'est ma quatrième fonction. Et donc la théorie officielle, elle se base sur ces fonctions-là. Elle estime en gros que les opposés s'attirent, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Typiquement, si vous êtes introverti, elle va estimer que le match idéal pour vous, si vous êtes introverti, c'est de trouver quelqu'un d'extraverti. Voilà. Euh, si vous êtes P, ça sera de trouver quelqu'un qui est J, et si vous êtes T, ça sera de trouver quelqu'un qui est F. Je renvoie sur mon site, donc mariez-vous.co. Il y a un article là-dessus qui s'appelle Choisir la bonne personne, dans lequel il y a un tableau qui est le tableau officiel de compatibilité, euh, qui est là, qui est assez étrange d'ailleurs. Il y a certains types qui auraient beaucoup d'autres types avec lesquels ils sont compatibles. Je pense par exemple au ENTJ, qui serait à peu près compatible avec tout le monde. Bon, ce qui paraît un peu gros, même ce qui me paraît complètement stupide et complètement faux, pour l'avoir expérimenté dans ma vie, les ENTJ, que j'en connais plusieurs, ne s'entendent pas avec tout le monde, loin de là, et ça peut parfois beaucoup clasher d'ailleurs. Et à l'inverse, il y a certains d'autres types qui ne pourraient s'entendre, typiquement le ENFP ou INFP, eux, ils n'auraient droit qu'à la moitié des autres types avec lesquels ils pourraient bien s'entendre. Donc bon, c'est une théorie de toute façon. Donc c'est une théorie qui est basée sur les fonctions. Alors voilà, quand vous partagez des fonctions, typiquement le INTJ, moi, je partage mes fonctions avec le ENTP. Le ENTP qui a les fonctions dans le même ordre, c'est-à-dire l'intuition, la logique, le sentiment et pour terminer le sens manuel. Donc voilà, ce qui a certainement un petit peu de vrai, c'est-à-dire que je m'entends bien avec les gens qui ont des fonctions similaires, puisque on va s'entendre, on va peut-être pouvoir se comprendre sur certaines choses assez intuitivement, mais ça veut absolument pas dire que c'est la personne à qui vous devez vous marier. C'est même probablement parfois l'inverse. Donc voilà, bon, pour beaucoup de raisons, moi, par l'observation essentiellement, j'estime que donc par l'observation des couples que je vois, par mon observation personnelle dans mon couple et dans ma recherche personnelle de ma femme, il y a quelques années, et j'ai observé que tout ça ne se vérifiait pas, et donc que cette théorie était complètement inutile si on la conservait dans cet esprit-là. Oui, si jamais vous êtes ENTJ et que vous suivez la théorie officielle, vous êtes compatible avec tous les types. Donc bonne chance pour trouver avec qui vous mariez, puisque normalement vous vous entendez bien avec tout le monde. Donc bon, voilà. Et à l'inverse, il y en a qui s'entendent moyennement avec tout le monde. Enfin bref. Donc ça ne va pas. Ça n'est pas bon, ça n'est pas un bon outil en l'occurrence. Donc je propose, et ce sera ma troisième partie, je propose ma théorie officielle
inofficiel, pardon, personnel. Je ne suis pas encore officiel, donc je ne suis pas encore une institution, ça viendra peut-être, je l'espère, mais donc c'est pas encore officiel, mais c'est ma théorie personnelle. Alors, moi j'ai commencé le MBTI quand je devais avoir 22 ans, un truc comme ça. C'était un été, c'est mon père qui m'en a parlé, et j'en suis devenu, dans la soirée, un immense passionné. J'ai fait passer le test à tous mes frères et sœurs, à ma mère qui ne l'avait pas. Donc voilà, je suis très vite devenu un passionné, et j'ai très vite essayé de comprendre toutes les personnes de mon entourage via cet outil-là. Il faut dire que moi, et je pense d'ailleurs que c'est lié à mon type MBTI, je ne suis pas quelqu'un qui a un instinct immense pour comprendre les gens, j'en ai un certainement, mais je n'ai pas un instinct immense, je ne suis pas quelqu'un de groupe facilement. Et donc, bah, un outil comme ça, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu, puisque ça me permettait de comprendre les gens et de me comprendre moi-même, surtout de me comprendre moi-même, dans mes qualités et mes défauts, puisque dans l'MBTI, bah, on comprend qu'on a souvent les qualités de ses défauts, et c'est ça qui est beau aussi dans l'MBTI, c'est que chaque type a des forces et a des faiblesses, des forces qui lui sont uniques et des faiblesses qui lui sont plus ou moins uniques aussi. Donc chaque type MBTI a son intérêt dans la société humaine et il apporte à d'autres gens. Il va apporter à des gens qui n'ont pas les forces qu'il a. Donc, par exemple, on va en prendre un autre pour une fois. Je sais pas, le INTP, par exemple, qui est le profil, qui est un profil assez proche du mien, donc qui est un introverti abstrait, pensif, mais prospectif. C'est le profil du chercheur, c'est celui qui passe son temps à lire des bouquins, qui aime amasser de la connaissance, etc. etc. Et ce type-là a des forces. Il aime, par exemple, il a la force d'être assez abstrait et d'être très logique. Voilà, typiquement, il est très très logique. Il est bon en maths. Il aime quand les choses sont carrées, rationnelles, etc., etc. Quand il va rencontrer quelqu'un qui l'est moins, que ce soit son ami ou une connaissance, un camarade de travail, ou même son mari ou sa femme, il peut apporter quand même ce point-là à un autre type, par exemple ISFP, qui a une tendance à ne pas être logique du tout, qui est donc introverti, concret, sentimental et prospectif, qui lui est un type qui a tendance à ne pas valoriser la logique. C'est sa quatrième fonction. Donc évidemment, chaque type MBTI peut apporter beaucoup aux uns et aux autres, et chaque type est relativement unique. Sachant évidemment qu'au sein de chaque type, chaque personnalité est elle-même unique. En fonction de notre histoire, et puis en fonction d'autres points, hein. J'imagine que le MBTI, si on avait la science infuse, on pourrait lui trouver 47 critères différents, hein, qui permettraient de différencier encore mieux les gens. Voilà, on se limite à 4. Donc ma théorie personnelle, alors moi, une des conséquences de ma théorie personnelle, c'est ce que je dis toujours quand on me demandait est-ce que vous vous ressemblez avec ta femme, avec ta fiancée à l'époque, quand nous étions que fiancés, et j'avais pour habitude de dire nous nous ressemblons autant que nous nous complétons. C'est-à-dire que nous sommes différents. Quand on se complète, c'est qu'on est différent. Alors ma théorie, elle est plus simple que la théorie officielle, mais moi j'estime qu'elle est plus subtile aussi. Et elle m'a servi dans le choix de ma femme. Moi, j'avais décidé à l'avance que ma femme, j'avais pas décidé, mais j'avais établi, je m'étais dit, il y a de fortes chances que ce soit ce type-là avec lequel j'ai le plus de chances de me marier, en suivant le raisonnement que je vais vous exposer. Et il se trouve que ma femme est effectivement du type que j'avais estimé avant. Et j'ajoute un autre élément à ça, j'ai longtemps cru que ma femme n'était pas ce type-là. Donc je ne l'ai pas choisi pour ça. Ce qui a une tendance pour moi à confirmer que ma théorie a du vrai. Alors, donc ma théorie se base sur les 4 lettres du début que je vous ai exposées. Donc c'est un peu plus simple, hein, on va pas aller dans les fonctions, les choses comme ça. Elle se base sur les 4 lettres. Et donc, il n'y a pas tellement de système, il faut prendre lettre par lettre. Et moi, j'ai un avis sur comment est-ce que vous devez vous choisir par rapport à vos propres lettres. Donc la première lettre, qui est pour moi la combinaison la plus importante, c'est la dernière que je vous ai dite tout à l'heure, c'est le J ou le P. Donc c'est le jugement ou la prospection. Donc je vous rappelle, le jugement, c'est ceux qui aiment faire des plans à l'avance et qui n'aiment pas changer à la dernière minute. C'est ceux qui aiment avoir les idées claires sur les choses, qui aiment poser des jugements, qui aiment prendre des décisions. Et à l'inverse, le P, il aime attendre la dernière minute, il est très souple, il peut changer de plan sans trop de problèmes. Il est relativement facile à vivre au quotidien d'ailleurs, j'ajouterais, au quotidien.
pas toujours d'ailleurs au long terme, enfin quand on creuse plus profondément, mais dans la vie de tous les jours, les P sont souvent plus des crèmes que les J. Les J, ils ont une tendance à vouloir prendre les décisions, donc à imposer leurs décisions. Et s'ils n'imposent pas leurs décisions, ils sont frustrés. Voilà, donc pour le J ou le P, donc comme je vous l'ai dit, le J aime diriger au quotidien, en surface, mais le J a un côté pragmatique. Et ses valeurs profondes peuvent en partie évoluer, elles peuvent en tout cas plus évoluer qu'à l'inverse. Les P, ils n'aiment pas diriger au quotidien. Les P, c'est pas les meilleurs managers, ils peuvent l'être hein, d'ailleurs, évidemment, tout le monde peut être tout ce qu'il veut, mais il y a des tendances quand même profondes. Euh, les P sont assez peu managers. Ils n'aiment pas diriger au quotidien. Ils aiment se laisser porter un peu par la vague. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ont des valeurs qui peuvent être particulièrement fortes, bien plus que chez les J. Ils sont beaucoup moins pragmatiques d'ailleurs, euh, et ils peuvent être très 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 butés sur leurs valeurs profondes. Ils sont très têtus. Les gens les plus têtus sont quand même des P. Mais au quotidien, c'est plutôt l'inverse. Donc pour moi, là, sur ce critère-là, je pense qu'il faut absolument trouver quelqu'un qui soit différent de nous. Précisément pour ce que je vous ai dit. Sur votre quotidien, le quotidien de tous les jours. Si le J ne peut pas imposer régulièrement, voire majoritairement, ses décisions, il va être frustré par l'autre. Et quand on a deux J, eh ben, ça fait deux personnes qui ont besoin d'avoir raison plus de 50% du temps, ce qui pose problème. Ce qui fait qu'ils sont obligés d'être à 50% pile et à la marge, ça peut entraîner des petits déraillements, des petites disputes, voilà, ce genre de choses. Donc les couples JJ dans la vie que je côtoie, c'est pas toujours pareil, hein, il y a toujours tous les couples peuvent bien fonctionner aussi, je le redis, il y a des couples JJ que je connais qui fonctionnent, mais il y a une tendance à se disputer un petit peu souvent parce qu'ils communiquent trop. Ils veulent prendre des décisions trop, ils veulent trop communiquer, donc rien n'est laissé au hasard, et ils ont envie d'imposer leurs décisions au quotidien, ce qui fait que, évidemment, logiquement, ça crée des éruptions volcaniques au sein du couple. Donc c'est assez explosif. Pour les couples que je peux connaître, il y en a quand même quelques-uns qui sont très explosifs, surtout des extravertis en plus qui sont J, ça peut être difficile. Et à l'inverse, un couple qui serait P et P, donc 2P, aucun ne va prendre de décision. Euh, Ils vont par contre, sur leurs valeurs, comme je vous disais, sur leurs valeurs, là ils vont avoir des valeurs complètement inflexibles l'un comme l'autre. Donc si jamais un jour la situation de leur vie les mène à avoir à prendre des décisions qui touchent à leurs valeurs profondes, peut-être que ça va aussi être explosif à ce niveau-là. Voilà, donc moi les couples que j'observe qui sont PP, ils vont avoir peu de disputes au quotidien, mais ils ont et ça sera le problème principal pour moi, ils ont des vrais problèmes de communication, ils ont des vrais problèmes au quotidien d'avancer, de faire des choses, ils accomplissent très peu au quotidien, donc ils font un peu toujours les mêmes choses, etc. etc. Oui, ils ont un vrai problème de communication. Ils n'arrivent pas à communiquer, l'un comme l'autre, ils n'aiment pas communiquer, donc souvent ça s'empêtre. Moi, je connais quelqu'un, un ami qui est en couple avec une fille qui est P, enfin qui est resté longtemps en couple avec elle, et il a compris au bout d'un moment que même s'ils s'aimaient beaucoup, qu'ils avaient bâti une relation euh, une attirance, ils avaient bâti un lien, un attachement, il avait compris qu'ils n'allaient pas finir leur vie ensemble. Et donc, mais au moment de la quitter, ça a été très difficile parce que très long. Et très long parce que très difficile. Oui, parce qu'aucun n'arrivait vraiment à prendre de décision. Il n'arrivait pas puisque lui est P aussi, les deux sont P, il n'arrivait pas à prendre de décision euh, définitive, ferme et à s'y tenir. Donc il avait beaucoup de mal, ça a été assez douloureux pour l'un comme pour l'autre. Ça a duré beaucoup plus de temps que ça n'aurait dû. Et donc ils se sont empêtrés un peu dans une situation qui ne va pas aller plus loin, mais qui leur bloque du temps, en plus qui leur a fait perdre beaucoup de temps à l'un comme l'autre, peut-être 2, 3 ans, alors que très rapidement, au bout de quelques mois, ils ont vite compris qu'ils n'allaient pas finir leur vie ensemble. Donc voilà, pour vous dire, ça peut donner des mauvaises situations. Et donc sur ce point-là, je préconise vraiment de trouver quelqu'un qui vous complète, donc qui est l'inverse de vous. Si vous êtes J, trouvez une femme qui est P ou un mari qui est P. Et si vous êtes P, trouvez une femme qui est J ou un mari qui est J. Voilà. Je pense que ce point-là, je le mets en premier parce que c'est le plus important, c'est le quotidien. Deuxième point, deuxième critère.
l'introversion ou l'extraversion. Alors là, je vous l'ai dit, c'est votre niveau d'énergie dans des groupes, quand vous êtes seul ou quand vous êtes avec d'autres gens, parfois avec beaucoup d'autres gens, quand vous êtes extraverti. Alors là, je ne vais pas faire de mystère. Moi, je vous dis tout de suite, je pense qu'il est important de trouver quelqu'un avec qui vous êtes sur le même niveau d'énergie. Donc, si vous êtes introverti, vous devriez, à mon avis, vous marier avec quelqu'un ou vous mettre en couple avec quelqu'un qui est lui-même introverti. Euh, Pourquoi? Alors là, je vous dis encore, moi je base ça sur mon expérience et mon observation. Au long terme, une personne qui a besoin de voir des gens, de sortir dans le monde, une personne extravertie, qui a besoin de voir des gens, de sortir dans le monde, d'agir, etc., etc., euh, elle va avoir beaucoup de mal à passer du temps avec quelqu'un qui est introverti et qui, lui, aime rester chez lui, a besoin même de rester chez lui, de rester seul ou en petit groupe avec peu d'amis, etc., etc. Il va avoir beaucoup de mal. Donc, moi je le vois, ça frustre des couples qu'on connaît, ça frustre beaucoup, ça crée des difficultés au long terme en tout cas de ce que je vois entre une femme qui a besoin de voir beaucoup d'amis, etc., etc., mais qui vit avec son mari qui est introverti, et donc ils ont fait des choix, eux en l'occurrence ont fait des choix d'introvertis, ils sont allés vivre dans une banlieue où ils ont besoin de la voiture pour aller rencontrer des gens, etc., etc. Ce qui convient au mari qui est introverti, puisqu'il n'a pas besoin de sortir tout le temps. Donc prendre la voiture, c'est une corvée qui n'est pas trop lourde pour lui. Mais à l'inverse, euh, s'ils avaient fait l'inverse, s'ils avaient vécu au plein centre de la ville, du centre-ville, pour que la femme extravertie puisse sortir tout le temps, peut-être que lui aurait un peu de mal à tenir le rythme. Voilà. Donc, et puis, je rajouterais quelque chose, l'introversion ou l'extraversion, c'est aussi où est-ce qu'on passe son temps. Est-ce qu'on passe son temps à la maison ou est-ce qu'on passe son temps dehors de la maison? Euh, Si vous êtes introverti ou extraverti, vous n'avez pas les mêmes envies. L'extraverti veut aller en dehors de la maison et l'introverti à la maison. Donc voilà, ça pose un vrai problème de où est-ce qu'on passe son temps. Et donc en couple, au long terme et même au court terme, je pense que ça peut être difficile. Même si, évidemment, se marier avec quelqu'un qui est l'inverse de soi peut apporter des choses. Vous êtes introverti, vous mariez quelqu'un d'extraverti, la personne est différente de vous, elle va vous apporter dans vos projets, ou peut-être un peu plus d'allant, un peu plus de réseautage, quelque chose comme ça. Donc ça peut aussi apporter quelque chose, mais je pense qu'il vaut mieux être du même niveau d'énergie sur une vie au long terme. Voilà, ensuite, troisième critère, dans l'ordre de l'importance, c'est la pensée ou le sentiment. Donc là, je vous l'ai dit, c'est le rapport à la vérité. Est-ce que vous êtes prêt à mettre en péril l'harmonie du groupe pour dire une vérité qui vous semble en valoir la peine? Ou est-ce que vous préférez à tout prix euh, préserver l'harmonie du groupe? Donc, alors sur ce point-là, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je le redis, 75% des hommes préfèrent la vérité à l'harmonie du groupe et 75% des femmes préfèrent l'harmonie du groupe à la vérité. Donc elles sont sentimentales et les hommes sont pensifs. Moi je pense à ce niveau-là, d'ailleurs ça tend à l'expliquer, le fait que 75% des hommes soient d'un type et des femmes de l'autre, ça tend à démontrer que c'est aussi le côté masculin ou le côté féminin. Et moi, je préconise de trouver quelqu'un qui soit différent de soi sur ce point. Donc, si vous êtes un homme pensif, qui est mon cas, trouvez une femme qui soit sentimentale. Euh, voilà. Il y a des moments dans une vie de couple, dans la vie de tous les jours, où il y a des sujets qui fâchent, qui vont devoir être mis sur la table, il va falloir les régler. Et donc la manière la plus équilibrée de les régler, c'est de les régler que la personne pensive va avoir tendance à les mettre sur la table. Et ben ça peut être pas trop mal qu'elle se restreigne un petit peu, mais qu'elle finisse quand même par le faire. Et donc l'influence que va avoir une personne sentimentale à l'inverse, qui va être donc de ne pas mettre ses sujets sur la table, ne va pas fondamentalement changer la personne pensive, mais va l'aider à se restreindre un petit peu, et donc à agir de manière un peu plus équilibrée, et donc à mettre ses sujets sur la table quand même, mais pas forcément tout de suite maintenant, tout de suite quoi. Euh, voilà, si vous êtes tous les deux sentimentaux, vous avez tous les deux une tendance à ne pas mettre de sujets qui fâchent sur la table, et des petits problèmes qui commenceront comme des petits problèmes, à force de ne pas être mis sur la table, vont devenir des gros problèmes, et au fur et à mesure, à mon avis, ça n'est pas bon pour le couple. Euh,
voilà, évidemment, une relation de couple, c'est basé sur l'amour et la tendresse, donc moi je considère que c'est utile aussi que au moins une des deux personnes du groupe soit sentimentale, parce que ça permet de poser ce registre-là relativement fréquemment, plus fréquemment que si les deux personnes sont pensives. Et puis, bah oui, faire attention aux sentiments des autres, de l'autre dans un couple, c'est extrêmement important. Et donc, bah oui, je pense que tout est une question d'équilibre là sur ce sujet-là. C'est important d'être, de faire attention aux autres, aux sentiments de l'autre, mais aussi c'est aussi important de mettre les sujets sur la table lorsqu'ils le méritent. Et ça permet en tant qu'équipe, puisqu'un couple c'est une équipe, ça permet en tant qu'équipe d'avoir le parcours de prendre les meilleures décisions et au meilleur moment, au meilleur timing, je pense. Et puis un autre point là-dessus, à nouveau, ça c'était quelque chose que je vais vous redire aussi, mais il y a aussi une question d'attirance. Moi, alors c'est aussi quelque chose que j'observe, mais moi, étant pensif, aimant la vérité, je suis clairement plus attiré par une personne, une femme, euh, qui soit sensible et qui soit sentimentale, donc, qui fasse attention aux sentiments des autres. Voilà, c'est pas quelque chose que j'explique, mais c'est un fait, je confirme, je suis attiré par une femme qui prend soin des autres, etc., etc. Aussi parce que ce n'est pas ce que je suis. Et à l'inverse, j'en ai parlé avec ma femme d'ailleurs, plusieurs fois évidemment, bah, elle, je vous confirme qu'elle trouve que c'est attirant, elle a trouvé que c'était un de mes côtés attirants, de dire les choses, de dire tout haut ce qu'elle peut penser tout bas mais qu'elle n'ose pas dire. Et elle m'a dit, et là je parle sous son contrôle indirect, elle me l'a dit, elle estime que c'est un comportement masculin et donc qui l'attire par rapport peut-être à d'autres amis, à d'autres garçons amis qu'elle pouvait avoir, et qui eux n'avaient pas ce trait-là. En tant qu'amis, ils étaient peut-être plutôt sentimentaux eux aussi, et donc bah, elle estime que moi je suis plus masculin. Et bah c'est une question d'attirance. Donc bah, comme je vous l'ai dit, trouvez quelqu'un, idéalement, qui soit différent, l'inverse de vous. Voilà, c'est un point idéal, mais c'est pas absolument indispensable non plus, hein. Comme tous les points que je vous dis, c'est pas absolument indispensable, mais je pense que ce sont les meilleures décisions. Ensuite, dernier point, alors là c'est le moins important, c'est l'abstraction ou le sens concret. Alors là, je vous le redis, la personne abstraite, elle aime la philosophie, la littérature, elle aime imaginer, rêver, penser. Elle n'a pas trop les pieds sur terre, pas toujours en tout cas. Tandis que la personne concrète, elle a les pieds sur terre. Elle a le sens du travail manuel, du sport, elle a le sens du détail. Voilà, remettre une porte un cadre de porte, ça lui pose aucun problème. Elle aime ça, enfin bref. Pour moi, à l'heure de la compatibilité amoureuse, c'est le critère le moins central. Alors je vais vous expliquer d'ailleurs ma théorie, qui est un petit peu complexe là. Je vous promets, là c'est la dernière fois vraiment. Il y a une variante du MBTI. Donc chaque combinaison de 4 lettres a, a deux variantes, on va dire. Donc moi, INTJ, si on reprend mon exemple, il y a une variante assertive, qui sera une variante qu'on va décrire comme confiante mais peu ambitieuse, c'est-à-dire satisfaite. Et il y a une autre variante qui sera un peu plus fébrile, moins confiante, mais elle ambitieuse, car insatisfaite, elle, donc la première c'est assertive et la deuxième c'est turbulent. Donc une personne, il y a des INTJ assertifs et des INTJ turbulents. Moi, je considère qu'il vaut mieux se marier avec quelqu'un, avant toute chose, qui est de la même variante que soi. Quand on est assertif, on se marie avec quelqu'un d'assertif. Quand on est turbulent, on se marie avec quelqu'un de turbulent. Ça peut être une personne assertive avec une personne turbulente. Bah, la personne turbulente va se dire: ah oui, mais lui, il a pas d'ambition, il veut pas s'améliorer, etc., etc. Alors que moi, qui suis turbulent, j'ai beaucoup d'ambition, j'estime que je suis jamais suffisamment bien, et donc bah, je veux toujours m'améliorer. Euh, et donc bah, ça peut être difficile. C'est un point commun, à mon avis, à avoir. Quand on est turbulent, on aime bien aussi comp- être compris par notre femme ou notre mari sur ce fait-là, le fait qu'on peut avoir une confiance moins assurée en moyenne et puis en surface.
mais qu'on a l'ambition, qu'on a des projets, qu'on a toujours envie de s'améliorer, etc., etc. Et à l'inverse, euh, quand on est assertif, on aime bien, quand on est satisfait, on n'a pas envie de quelqu'un qui est éternellement insatisfait. Ça peut être très 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 usant. J'ai un couple en tête que je vois qui est comme ça. Et ça peut être très usant pour l'un comme pour l'autre. Donc pour cette variante déjà, moi je vous conseille de choisir quelqu'un qui est de la même variante que vous. Si vous êtes comme moi INTJ turbulent, c'est mon cas, je vous conseille de trouver quelqu'un qui est aussi turbulent. Et à l'inverse, si vous êtes assertif. Les gens turbulents, ils ont une tendance à remettre en question leurs choix. Et au moment où ils vont les remettre en question, même légèrement, hein, ça peut être très très léger, hein, évidemment, moi c'est mon cas, je ne remets pas en question mon choix de mariage d'ailleurs, euh, comme quoi on peut être pas si turbulent. Mais c'est bien au moment de remettre en question ses choix, d'avoir quelqu'un qui puisse lui aussi comprendre un peu la remise en question et qui soit prêt à explorer lui aussi toutes les facettes de cette réflexion et à refaire le chemin s'il y a besoin de le refaire. Évidemment, c'est quand même pas top si jamais on remet en question son couple. C'est plutôt mauvais signe. Mais vous comprenez l'idée. Voilà, c'est un terrain de jeu commun. Et donc, je pense que quand vous êtes turbulents tous les deux, il faut que vous soyez tous les deux abstraits ou tous les deux concrets. Donc sur cette lettre-là, la lettre N ou S, il faut que vous ayez la même, si vous êtes turbulent. Euh, Comme je vous disais, bah, les turbulents qui ont une tendance à remettre en question leur choix, bah, c'est pas mal au moment de refaire le chemin, n'importe quel choix, hein, au moment de refaire ce chemin-là, c'est bien qu'ils se retrouvent sur le même terrain de jeu, qui soit bah, l'abstraction ou le sens concret, au moment de re-réfléchir au choix en question, qui a été remis en question. Et à l'inverse, les couples assertifs, eux, je pense qu'ils peuvent se permettre de différer sur l'abstraction ou sur le sens concret. L'un comme l'autre ne va pas vraiment remettre en question ses choix, donc il y a pas tellement ce besoin de se retrouver sur un terrain commun régulièrement, à échéance régulière. Euh, mais en revanche, là, on peut profiter de la différence entre concret et abstrait. Ça peut être intéressant hein, de profiter de cette différence. Bah oui, oui. Quand on n'aime pas trop le travail de détail administratif, par exemple, ça peut être intéressant que l'autre personne sache le faire et qu'elle ait plutôt un don à faire ça. Ça peut permettre à l'équipe qui est votre couple d'avancer plus facilement. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous ai fait les 4 lettres. Voilà ma théorie. Moi, je l'observe tous les jours dans les couples que je côtoie, des couples jeunes, des couples pas jeunes du tout. Bah, mes parents, par exemple, mais même je connais les parents de mes amis, mais pas uniquement. Je connais des gens beaucoup plus âgés, qui ont plus de 70 ans, des grands-parents, ou même des amis qui ont plus de 70 ans, qui ont vécu toute une vie avec la même personne. Et bah, je retrouve un petit peu les écueils quand ils n'ont pas suivi exactement le mode d'emploi que je vous donne là, mais aussi parfois aussi les qualités que ça apporte, donc les pour et les contre. Ça, c'est quelque chose que j'observe tout le temps. Moi, je vous le dis tout de suite, ma femme est INFP et turbulente elle aussi. Moi, je suis INTJ turbulent. Comme je vous l'ai dit, j'avais estimé dès le début que c'était ce type-là qui me correspondrait. Ça s'est confirmé et ça se confirme tous les jours. Je ne changerai absolument pas le type MBTI de ma femme, même si c'était la même personne. Je suis tout à fait satisfait avec ce que c'est et je pense que l'inverse, enfin que la réciproque est vraie. Voilà, je terminerai aussi quand même sur un point pour vous rassurer. Alors premièrement, euh, toutes les combinaisons existent. Je vous dis, je connais des couples vieux qui s'entendent très bien, qui ont très bien marché, qui n'ont pas du tout suivi ma théorie. Mais malgré tout, en moyenne, c'est une tendance que je constate. C'est pour ça que je pense que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup j'en parle, et c'est aussi ce qui m'a poussé à créer ce site Mariez-vous. C'est parce que profondément, je vois tout ce que j'ai théorisé se confirme à l'observation. Et donc, bah, oui, euh, à notre mariage, typiquement, on l'a fait sur les types MBTI et on a assis les gens le jour de notre mariage, on a assis les gens aux tables en fonction de leur type MBTI. Et alors, même s'il n'y a pas eu de couple qui s'est formé ce jour-là, on a quand même vu des atomes crochus assez sérieusement se mettre en place. Et donc, et puis, voilà, tous les couples que je croise, les nouveaux couples que je croise,
souvent quand même, ils ont une tendance à suivre c'est de la théorie que j'ai élaborée. Et autre point en conclusion, qui là aussi devrait vous rassurer. Donc le premier point, c'était je vous rassure, si jamais vous êtes déjà en couple et que la personne n'a pas exactement ce que je vous ai dit, déjà si vous êtes heureux avec elle, alors là, oubliez tout ce que je vous ai dit, peu importe. Peu importe, si vous êtes heureux et que vous vous sentez à votre place, alors là, bon, évidemment, vous n'avez pas à écouter ce que j'ai dit et tous les conseils que je vous ai donnés. Si jamais vous sentez qu'il y a peut-être des choses à améliorer, là c'est peut-être signe qu'effectivement il y a des choses à améliorer. C'est peut-être signe aussi, c'est malheureux, mais peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ça arrive quand même régulièrement. Et donc je finirai par un deuxième point qui est encore plus rassurant que le premier, qui est, je le constate aussi, nous sommes attirés par ceux, en principe, par ceux qui nous correspondent. Si vous êtes une personne équilibrée, qui a eu un historique personnel pas trop difficile, bah, je sais pas, vous n'avez pas eu de famille qui vous battait ou quelque chose comme ça, ou quoique ça peut pas. Je connais des gens qui ont très bien tourné après ça, mais en principe, si vous n'avez pas de gros traumatisme sur cette question du couple, vous êtes attiré par ce qui vous correspond. Et on observe une attirance naturelle pour des personnes qui vont, en type MBTI en tout cas, vous correspondre. Mais je vous en ai déjà parlé par exemple sur le côté pensif ou harmonieux. Oui, quand on est pensif, on est attiré par les gens harmonieux, je le pense, profondément. Et à l'inverse, quand on est harmonieux, on va être attiré par des gens qui sont pensifs. Donc, pareil sur l'introversion, parce que le pensif harmonieux c'est l'inverse, mais sur l'introversion, là je vous conseille d'être avec quelqu'un qui est comme vous. Et bah sur l'introversion, moi j'étais attiré par des gens qui étaient aussi introvertis, alors que je suis moi-même introverti. Donc je pense profondément que nous sommes attirés par ce qui nous correspond. Maintenant, il y a évidemment toujours des bugs de séduction, ça c'est quelque chose d'assez problématique dont je parlerai une autre fois. Il y a des bugs, oui, il y a des gens qui, par des techniques de séduction stupides, vont séduire, notamment les hommes, vont aller séduire des femmes qui ne leur correspondent pas, parce qu'ils ont mal évalué leur intérêt pour elles. Et bah oui, mais ça fait que la femme qui a subi les techniques de séduction, et j'en ai suivi beaucoup, donc j'en connais beaucoup, cette femme-là va être coincée dans un couple qui ne lui correspondra peut-être pas, ou en tout cas pas totalement. Donc faut faire attention à ça, mais en principe, si vous respectez votre attirance et que vous ne forcez pas trop les choses, que vous faites les choses de manière naturelle, vous allez avoir une tendance à choisir quelqu'un qui vous correspond parce que vous serez tout simplement attiré par cette personne. J'en ai terminé. Mon conseil, évidemment, toujours, c'est de vous marier. Donc c'est mon dernier conseil. Je termine sur cette phrase. Mariez-vous, ça vous rendra plus heureux, ça vous rendra plus épanoui et ça rendra votre vie, oui, plus belle. C'est à mon avis le meilleur chemin du bonheur. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement et j'espère que je ne vous ai pas ennuyé et que ma théorie vous intéresse. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur de vie de famille et de couple possible. À bientôt.